Madame Stéphanie Pernod-Mondon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente à la région Auvergne-Rhône-Alpes, chargée de la formation et de l'apprentissage, on le Voilà. rappelle quand même, présente sur ce Salon des métiers pour nouvelle édition 2018. On va parler en même temps, avant tout, d'une question importante qui est la réforme de l'apprentissage qui vous tient à cœur, bien entendu. Oui, on est aujourd'hui en pleine réforme de l'apprentissage. Hier, on a reçu le rapport de synthèse de la concertation. Un rapport de synthèse qui est un peu vide puisqu'il ne traite pas du seul sujet qui anime tout le monde, c'est-à-dire qui demain aura le pilotage de l'apprentissage. Donc la question n'est pas tranchée. Donc aujourd'hui, on s'en remet au projet de loi qui sera proposé par la ministre Muriel Pénicaud. Et en attendant, les régions, on continue ensemble, les 13 régions de France, à intervenir auprès de la ministre et du Premier ministre Édouard Philippe sur les sujets qui nous ont occupés jusqu'à présent, l'orientation qui est une thématique aujourd'hui qui est essentielle pour nous, surtout sur ce mondial des métiers, et l'équité de traitement des différents CFA dans l'ensemble des territoires français. Alors, comment la région va-t-elle intervenir, notamment cette année encore, sur les formations? Parce que c'est des questions qui reviennent souvent aujourd'hui chez notre jeune public, notre génération. Alors nous, aujourd'hui, on est dans l'attente des décisions gouvernementales. On a voté notre carte des formations, c'est-à-dire les ouvertures dans les CFA pour l'année prochaine, puisqu'il faut quand même qu'on puisse continuer à travailler. On ne sait pas si on en aura vraiment la responsabilité en septembre prochain. On continue de faire donc un travail qui ne fait pas perdre au CFA d'abord d'intérêt pour les jeunes, pour leur permettre d'être orientés, puis pour casser leur développement dans l'attente de ce projet de loi. Donc aujourd'hui, on travaille, mais à minima, et on a dû arrêter nos investissements dans les CFA, arrêter l'ensemble des procédures, et notamment les renouvellements de conventions avec eux, dans l'attente de savoir qui pilotera demain l'apprentissage. Arrêtez bien sûr les investissements. Donc, comment ça se passe au niveau des collectivités locales Alors, les collectivités locales, aujourd'hui, elles n'interviennent pas sur le financement des centres de formation, mais nous, on paye, on va dire en moyenne, entre 50 et 60% des plateaux techniques des centres de formation. Aujourd'hui, on a demandé aux centres de formation de ne pas mettre en œuvre leurs investissements parce qu'on ne pouvait pas leur garantir le financement qu'on leur avait promis, ne sachant pas si on aura demain les financements qui nous seront attitrés pour pouvoir financer leurs plateaux techniques. Jean-Luc, vous êtes un des principaux, si ce n'est le principal financeur de la formation. Ça veut dire que vous intervenez en collaboration, en cofinancement avec d'autres partenaires institutionnels. Quels sont-ils ? Alors nous avons l'État, évidemment, on travaille avec Pôle emploi, notamment en matière de formation professionnelle. Quand on passe des marchés de formation sur des secteurs en tension dans d'autres régions, la région prescrit des marchés de formation, Pôle emploi de la même façon, et on coordonne nos actions de formation pour pouvoir permettre d'avoir une offre la plus aboutie possible aux demandeurs d'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors la région se cantonne-t-elle dans un rôle de financeur ou a-t-elle un droit de regard pour éventuellement infléchir les politiques de formation et donner une orientation nouvelle en fonction des équilibres existants sur le marché de l'emploi? Alors nous, le rôle que nous confère la loi, c'est un rôle de coordination des actions d'orientation en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est assez compliqué de coordonner des actions d'orientation quand vous n'avez pas la maîtrise de ces actions. Je m'explique. On ne peut pas demander à Pôle emploi de prescrire plus une formation qu'une autre. C'est une prérogative de l'État et on n'a rien à dire sur le sujet, mais de la même façon, Pôle emploi ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Donc on a pris l'axe de la coordination de nos actions pour être sûr que l'offre la plus importante possible soit donnée aux personnes qui en ont besoin en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est plus de la coordination qu'une tutelle qu'on peut avoir en matière de formation sur l'ensemble de nos partenaires. Et on peut étendre ce raisonnement également à l'apprentissage? Alors non, l'apprentissage, on est en compétence pleine aujourd'hui, en partenariat avec l'État. L'État a gardé la mise en œuvre des référentiels, les diplômes évidemment qui sont donnés au niveau national. Mais sur l'apprentissage, c'est nous qui avons compétence pour les ouvertures de CFA, le conventionnement avec eux, les ouvertures de section, les fermetures de section et leur financement. On a l'autorité, c'est-à-dire qu'on réunit les branches professionnelles, l'éducation nationale, enfin les autorités académiques et nous dans une même salle pour se concerter. Mais quand il n'y a pas de consensus, c'est la région qui a le dernier mot pour l'attribution des ouvertures de formation. Vous avez en la matière le pouvoir d'imposer à certains partenaires institutionnels, je pense aux compagnies consulaires qui certaines ont fait le choix, notamment pour des raisons financières, de ne pas avoir de CFA. Avez-vous le pouvoir de leur forcer la main ? Alors, on ne travaille pas comme ça avec eux du tout. En fait, notamment les chambres consulaires nous demandent... de toute façon,
L'intervention qu'on a sur l'apprentissage, elle se fait par rapport à un besoin économique. Donc c'est évidemment les chambres consulaires, les entreprises, les branches professionnelles qui nous font remonter des besoins en matière d'emploi. Et nous, on répond à ces besoins en créant des formations et en tenant compte de 3 critères. Le premier, c'est la péréquation des établissements, c'est-à-dire qu'aucune formation ne soit oubliée, parce que vous avez des secteurs qui recrutent, qui ont beaucoup de taxes d'apprentissage et d'autres moins. Donc nous, on fait en sorte que tout le monde puisse vivre. Le deuxième critère, c'est qu'il faut qu'il y ait des formations de partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que vous puissiez accéder à une formation si vous habitez dans le Cantal ou dans l'Ain ou en Haute-Savoie de la même façon. Et on sait très bien que la mobilité est très courte et très difficile. Donc il faut qu'on ait dans tous les territoires des centres de formation. Donc on s'assure de ça. Et puis 3, on s'assure aussi du traitement, on va dire, indifférencié entre des branches professionnelles qui sont mieux organisées et qui gagnent plus d'argent car collectent plus de taxes d'apprentissage et celle, notamment l'interprofessionnelle, qui a de grosses difficultés à collecter de la taxe, mais qui a une vraie nécessité en matière d'emploi sur notre territoire. Les centres de formation, bien sûr, les CFA, est-ce qu'ils ont la même répartition sur les différents départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou il y a certains départements qui sont moindres? Alors, la répartition, elle se fait par rapport aux besoins économiques, donc on n'a pas le même nombre de centres de formation dans chaque département, mais on a une répartition aujourd'hui qui est équitable et qui existe par rapport aux besoins économiques. Donc, il n'y a pas un seul territoire qui n'a pas un centre de formation qui répond aux besoins économiques de ce territoire précis à plus de 30 km, on va dire, de la ville-centre, si on peut le dire comme ça, dans chaque département. Le Mondial des métiers, vous venez d'arriver, j'imagine, sur le salon. Vous n'avez pas vraiment encore le temps de faire le tour du salon. Que représente-t-il pour vous, justement, ce Mondial des métiers vis-à-vis de la nouvelle génération et puis des personnes aussi qui sont en reconversion, puisqu'il y a beaucoup d'adultes maintenant qui sont en reconversion. On le voit de plus en plus, les chiffres témoignent. Pour nous, en tout cas, région Auvergne-Rhône-Alpes, le Mondial des métiers, c'est le moment phare de l'orientation en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ce n'est pas que ce moment qui vous permet de vous orienter ou de définir finalement ce que vous ferez demain. Mais c'est l'aboutissement visible et concret de tout ce qui peut être fait. Et on a cette chance-là en Auvergne-Rhône-Alpes en matière d'emploi et de dynamique dans tous les secteurs qui sont présents aujourd'hui au Mondial des métiers sur notre territoire. Alors c'est bien pour les jeunes parce qu'ils travaillent ça en milieu scolaire et puis après ils viennent se renseigner sur des possibilités d'orientation. C'est bien aussi pour les demandeurs d'emploi qui aujourd'hui ont pris l'habitude de se renseigner sur différents métiers, qui font un travail avec notamment Pôle emploi sur leur reconversion professionnelle et qui viennent ici vérifier concrètement ce qui pourrait leur plaire ou non. Je dis concrètement parce que ce qui attire le plus les personnes qui visitent ce mondial, c'est surtout les démonstrations professionnelles, notamment faites par nos apprentis, c'est-à-dire voir en vrai ce que c'est. On a des représentations de métiers parfois qui sont incohérentes par rapport à ce qu'est le métier réellement. Et ça, c'est ce qui fait l'intérêt de ce mondial des métiers. On voit véritablement en quoi est le métier. Puis il y a un deuxième intérêt, surtout pour les jeunes, c'est qu'enfin on a des jeunes qui parlent formation à des jeunes. Et moi j'ai l'habitude de dire, arrêtons de demander aux vieux, mais je m'inclus dedans, de parler formation à des jeunes. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Que pensez-vous de l'engouement assez récent des adultes en parcours de reconversion pour des métiers comme ceux de la petite enfance ? On a aujourd'hui d'abord une région qui est très dynamique et qui a une véritable chance, c'est qu'elle permet d'offrir de l'emploi. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les régions. Et on assiste à des personnes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit qui ont envie de changer de métier, parce que culturellement on accepte aujourd'hui de se dire dans ma vie je ne ferai pas toujours le même métier, ce qui n'était pas le cas il y a des années en arrière, et qui viennent ici pour se dire finalement qu'est-ce qui me plairait le plus ou qu'est-ce qui embauche le plus. Et en fait leur décision elle se fait sur 3 critères. Le critère économique, parce qu'il faut qu'on en parle, et aujourd'hui vous avez des métiers qui ne sont pas vendeurs mais qui rémunèrent très bien et qui sont accessibles à quasiment tout le monde, quel que soit votre niveau de formation, pour peu qu'après vous suiviez un cursus de spécialité. Il se fait aussi sur le critère de la proximité, et le métier des services, vous pouvez le faire partout, dans tout le territoire, et il y a un vrai besoin. Et puis il se fait aussi sur un critère, une certaine appétence, soit qu'est-ce qui me plaît, de quoi j'aurais besoin. Et là aujourd'hui je trouve que les gens sont beaucoup plus armés, dans le cadre notamment des formations tout au long de la vie, beaucoup plus armés pour venir se dire voilà demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ils viennent même alors qu'ils sont en emploi. Qu'est-ce que je pourrais faire demain? Ce que je fais aujourd'hui ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire demain? J'espère qu'ici, ils trouvent au moins les renseignements qui leur permettent de choisir ce qu'ils voudraient faire et puis après d'approfondir avec un conseiller en évolution professionnelle ou avec sa famille pour les jeunes sur quelle sera son orientation demain. Avez-vous à la région une cellule de veille et de prospective qui travaille sur les métiers de demain ou les formations d'avenir? Oui, on fait ça avec la délégation que je porte, formation continue et apprentissage.
on sait aujourd'hui, avec les branches notamment et avec les chambres consulaires, quels sont les métiers en tension, quels sont les métiers qui sont en train de changer, quels sont les métiers qui n'existent pas et qui devraient exister demain. Et on travaille là-dessus pour justement créer des formations ou orienter les jeunes vers ces métiers-là, alors même qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en sera dans les années à venir, notamment dans les métiers du numérique. Donc c'est un intérêt d'abord pour nous, puis c'est un véritable intérêt pour eux, parce que l'idée c'est de former les jeunes pour qu'ils aient un métier. Pour qu'ils aient un métier, il faut qu'ils puissent être employables, et pour être employable, il faut être correctement formé, en tout cas il faut répondre aux besoins économiques. Pour reparler de la reconversion chez les adultes, on en parle de plus en plus sur le salon mondial des métiers cette année. Est-ce que la région a prévu justement des formations pour les adultes qui veulent se reconvertir et l'accompagnement aussi également et le financement? Alors oui, on a des dispositifs qui permettent à des personnes de plus de 26 ans d'avoir une formation professionnelle, quelle qu'elle soit, et d'avoir un accompagnement suivant le point de départ, j'allais dire, de la formation. On a aussi mis en place, parce que je crois que c'est important de le dire, on le sous-estime aujourd'hui, un dispositif pour les personnes en situation de handicap qui aujourd'hui s'interdisent elles-mêmes d'accéder à certains métiers parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Et puis des chefs d'entreprise aussi qui ne connaissent pas véritablement ce que le handicap. Ils pensent qu'une personne handicapée, c'est une personne en fauteuil roulant, mais vous avez 80% des handicaps qui sont invisibles. Et vous avez des tas de métiers qui correspondent à des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on a mis un dispositif en place avec ma collègue Sandrine Schex, qui s'occupe du handicap à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui permet de financer évidemment les formations pour les personnes en situation de handicap. Et on s'est associé à la GFIP, qui finance l'installation du poste de travail et qui accompagne la personne en situation de handicap une fois qu'elle a pris son emploi. Et je donne un exemple de la régie départementale des transports de l'Ain, qui est une régie de transport, donc on doit se dire c'est quelque chose d'exigeant. Et bien aujourd'hui, il y a 14% de personnes en situation de handicap qui travaillent pour cette régie, parce que les sièges de conducteurs de cars scolaires sont plus qu'ils étaient, et parce qu'une reconversion professionnelle ou être en situation de handicap, ça peut être avoir eu un problème de dos ou être inapte à un travail, et pas forcément un handicap comme on en a la représentation. Et ça, c'est très important, et on a vraiment fait en sorte d'accompagner ces publics qui s'interdisent parfois d'avoir un emploi alors que des tas d'emplois sont à leur disposition aujourd'hui. Cette nouvelle politique en faveur du handicap, visant à favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, a-t-elle déjà produit des effets mesurables? Alors on a lancé cette politique il y a 3 semaines, donc non. Mais on ne s'est pas donné d'objectif, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas interdit d'aller très loin si on a demain des personnes qui veulent ce type de dispositif. Par contre, on a déjà des réponses d'entreprises qui se disent intéressées. Et on a toutes les associations, notamment, qui s'occupent de personnes en situation de handicap, qui en font la promotion. Et c'est pour ça que je me permets de le dire ici, parce qu'il faut en faire la promotion, en fait. C'est très méconnu. Et les gens pensent que des dispositifs comme celui-là n'existent pas. C'est en faisant cette promotion et que les personnes viennent nous voir en disant mais qu'est-ce que je peux faire, ou entrent dans les missions locales, entrent à Pôle emploi, tout le monde est au courant de ce dispositif, qu'on permettra d'avoir le plus de personnes qui en bénéficient. Et encore une fois, on ne s'est pas donné de limite. Avez-vous sollicité des associations représentatives du monde du handicap? On a représenté toutes les associations représentatives du monde du handicap. Pour conclure, Madame la vice-présidente, un message justement pour cette année 2018, un message fort que vous voulez faire passer aux auditeurs de la radio sur les actions de la région, sur l'insertion et la formation? Alors nous, on a été élus en 2015 et depuis 2015, on a pris un seul parti sur la formation. On a pris le choix de mettre à profit l'argent du contribuable sur la formation dans des métiers qui permettent à toute personne qui intègre les formations, quel que soit son point de départ, demain d'avoir un emploi. Et aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est capable, dans les métiers qu'elle a sélectionnés, qui sont des métiers en tension, de vous offrir une formation, et si vous respectez les choses et si vous signez notre charte des droits et devoirs, c'est-à-dire que vous prenez au sérieux l'investissement qui est fait sur vous, demain d'être recruté dans une entreprise et d'être rémunéré. Et je crois que ça, c'est un signe fort. On est capable aujourd'hui de vous proposer des formations qui vous permettront de trouver un travail. Et je crois que ça doit être quand même un aboutissement qu'on peut avoir chacun dans notre vie personnelle. Merci à vous, Madame Baudon, en tout cas, et puis on souhaite une très bonne heureuse année 2018. Merci à vous aussi. Merci. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.